Welcome everybody. It's really exciting to see so Bienvenue à many of tous. you C'est from so vraiment many different merveilleux countries. de voir Today is autant de our participants de 14th tant de pays différents. webinar in our Aujourd'hui, nous series avons donc le pertaining to 14e séminaire policy dans cette issues that série we all grapple with, concernant health les financing politiques policy qui issues nous and concernent, à health financing savoir le policy financement de issues la in particular. santé. Today Et we are aujourd'hui, exploring nous digital allons technologies, explorer the les types and technologies uses of numériques, les digital types et technologies that utilisations exist de and technologies how numériques qui and existent whether et la they façon facilitate or dont elle facilite disrupt ou au health contraire financing and perturbe PhD le financement financing de in la particular. santé et We are notamment going to de la explore PSA. how to make Nous the allons most explorer of the comment tirer le opportunities they maximum des represent, but opportunités de also ces potentially technologies, mais protect éventuellement aussi against protéger their contre potential conceptual les or implementation enjeux ou challenges. défis technologiques ou We're autres. very Nous avons lucky to have a d'excellents really great intervenants set pour of nous guider au speakers travers to de cette guide us through discussion. today's discussion Depuis le from the niveau global mondial au level niveau des to pays, the nous countries, and entendrons we'll hear parler en more plus grand about détail des each pays dans quelques country minutes. in Pour minutes. commencer, To j'ai start us off, l'immense though, I plaisir have de the immense présenter le pleasure docteur of Inka Matawa, introducing Dr. Inka Matawa, qu'un who grand many of nombre you no d'entre vous doubt connaissez will already déjà, know. qui est Inka is a conseillère senior health senior financing de la santé advisor at the World à Health l'OMS à Organization Genève. in Elle a plus de Geneva. 25 ans Inka has d'expérience. over 25 Elle years of travaille sur experience toute une working on a série de wide questions range concernant of le health financement de la financing santé, depuis les issues, gouvernements from aux governance to provider technologies, payment modalités de mechanisms, gouvernance pour les and of achats, et course, les digital technologies technologies and numériques health pour le financement de financing, la santé, which Inka has published une question sur widely, laquelle widely Inke on a widely. publié de nombreux So textes. Elle Inka va is partager going avec to nous share with us the les latest preuves global mondiales level que nous evidence connaissons, on les what we dernières que nous know of the connaissions types sur les and types uses of de digital technologies numériques technologies for et leur health financing. utilisation pour le financement Inka, de la over to santé. you. Thank you so much, Nuria, for the Merci, nice Nouria, pour introduction. cette Good présentation très morning, good aimable. afternoon. Bonjour, It's really a bon pleasure to après-midi à see tous. so Un many grand here and a plaisir huge de interest voir autant in de the personnes subject, présentes ici avec digital cet énorme technologies intérêt for health dans financing. les So, in this technologies introductory and numériques framing pour le presentation, financement de la I'd santé. like to Dans give cette first of all introduction, an j'aimerais tout overview of the d'abord vous donner un topic and survol du sketch out sujet the issues et at stake énumérer so that les we are all on the enjeux same pour que nous nous page, trouvions tous basically, sur and la set même the stage for the page country presentations et as well as for the préparer le discussion. terrain pour les présentations pays. Let's quickly start with Regardons some terminology rapidement un petit peu so de that we technologie should have the same concepts pour in nous mind. And I assurer que think the nous most utilisons les important, mêmes first of all, concepts. is Tout d'abord, le plus what are important, digital que technologies? sont What are les digital technologies in technologies health systems numériques and et financing? que sont-elles dans le And domaine we du can financement de la understand this santé? as Alors, nous pouvons les electronic voir comme tools, étant des systems, and devices outils, that des generate, systèmes, des dispositifs store, électroniques qui process, génèrent, or stockent, transmit traitent ou data. transmettent It's a des very données. generic C'est une definition définition across très sectors and beyond générique, the health sector, but I think transversale it's quite au useful if secteur, we mais c'est think of très it utile si from on y this réfléchit fundamental point of view. de ce point de vue Then, fondamental. next, we have Ensuite, to distinguish il faut between distinguer entre la digitization on the one hand numérisation d'un and côté digitalization. et la Digitization is the basic step of converting digitalisation. analog La information numérisation, into c'est l'étape documents like fondamentale pour a convertir des doctor informations report on analogues, par paper exemple les into a rapports des digital médecins, form. en And we do format find countries numérique. Et il actually y on a quite des different pays stages in this à différentes digitization étapes dans ce process. If I just processus de take my own country, numérisation. Je peux Germany, prendre mon propre it's pays, not a joke. l'Allemagne, We ce are n'est pas une starting to plaisanterie. Nous actually commençons en fait digitize à doctor numériser reports les and put rapports des that on an médecins electronic card. et de mettre tout ça So sur countries des are cartes. Donc les on this pays stage, se and trouve once à cette data is étape. Une digitized, fois que then l'information est digitalization comes in, which numérisée, is the la process of leveraging digitalisation digital intervient, technologies à savoir to transform l'utilisation business de processes. This is technologies processes related to numériques health pour financing in transformer ces our case, processus, et with notamment the idea to dans notre cas improve pour le financement de efficiency, create new l'efficacité, value, pour increase améliorer revenues, etc. And l'efficacité, we'll créer de hear la valeur more about all ajoutée, those benefits. etc. Vous en And then saurez let me plus sur just tous ces avantages. talk finally about Et digital enfin, public parlons infrastructure in health. de I think this concept is gaining l'infrastructure attention, publique and it can be numérique dans le understood domaine as de a la santé. set On of peut voir ceci comme étant foundational interoperable un digital ensemble de systèmes systems numériques to support interopérables healthcare fondamentaux delivery destinés à or health soutenir financing, la prestation des in soins de our case. santé And ou le the three financement, comme core dans notre pillars are cas. digital Et identity, les data piliers clés sont exchange, l'identité and numérique, l'échange payment de systems. données et And les in systèmes de fact, in the paiement. next Et two coming d'ailleurs, dans presentations, we'll les come back to some of deux these points. présentations Here suivantes, on nous this slide, reviendrons I've sur put ces points-là. together the Sur cette key or the main diapositive, types of j'ai digital rassemblé les technologies supporting health types de financing. So technologies numériques the principales qui black ones soutiennent le are sort of the financement de la types of santé.
Alors, en noir, vous avez les types de technologies numériques et en bleu, des exemples de financement de la santé. On commence donc avec les systèmes de gestion de l'information, quelque chose qui est en place depuis de nombreuses décennies, plusieurs décennies. Par exemple, les dossiers électroniques d'information patients chez les médecins. Mais ensuite, il y a la transformation à des transferts vers des bases de données avec des sites web qui permet un échange de données en temps réel et un accès où que vous soyez dans le pays. Donc, cette idée d'un dossier patient électronique a un sens. Dans certains pays, c'est très pertinent. Vous avez des listes de membres dont la couverture santé est subventionnée. Il y a cette liste, ils ont une carte parce qu'ils sont subventionnés au travers des contributions. Donc, il est important d'avoir cette liste, accès à cette liste, donc depuis n'importe où pour savoir quel est le statut de ces patients. Et ensuite, vous avez les applications de téléphone mobile. Vous avez beaucoup de pays d'Afrique de l'Est ou même asiatiques où il y a une évolution énorme dans ce domaine pour l'enregistrement, les schémas de couverture santé, les régimes de couverture santé et d'autres aspects comme par exemple la fourniture d'informations. De même, lié à cela, nous avons des systèmes de paiement numériques, des portefeuilles, porte-monnaie numériques où un patient peut régler, par exemple, une couverture santé, d'assurance santé ou payer des impôts. Tout cela peut être fait par des moyens numériques. Ensuite, il y a l'intelligence artificielle et le machine learning qui est en train de croître très rapidement. Nous devons regarder avec vous un petit peu rapidement cet aspect-là pour savoir qu'est-ce qui se passe, avoir une idée de ce qui se passe dans ce domaine. Nous avons publié ceci il y a 2-3 ans, mais depuis 3 ans, énormément de nouvelles applications sont survenues. Un seul exemple, c'est l'analyse prédictive et l'identification des patients à coûts médicaux futurs importants. Un autre exemple au niveau de l'intelligence artificielle. Alors, il y a différents types, bien sûr, mais on peut utiliser ceci pour, par exemple, une documentation automatisée pour les demandes de remboursement d'assurance. Ensuite, vous avez les blockchains, évidemment, avec des enregistrements, protection sécurité, transparent, immuable, pour, par exemple, l'automatisation des demandes de remboursement d'assurance grâce à des contrats intelligents. Ensuite, ici, nous avons un rappel, bref rappel sur le financement de la santé et les objectifs de la CSU. Ce que je voulais éliminer ici, c'est où interviennent les technologies. En fait, ils interviennent sur différentes fonctions santé ou différentes tâches en matière de financement. Alors, ici, vous voyez deux fonctions, mais il y en a en fait de multiples autour de ces deux aspects. Alors, ce dont il faut être conscient, c'est que, en fait, les technologies numériques changent la manière dont le financement de la santé gère, donc le processus business, et aussi la façon dont les parties prenantes interagissent dans le domaine de la santé. Mais quels que soient ces changements, ce qui est fondamental, c'est que les objectifs du CSU doivent rester valides. Vous pouvez dire, bien sûr, c'est tout à fait évident. Mais en fait, les preuves montrent qu'on peut avoir des effets sur le financement de la santé qui peuvent être aussi bien positifs que négatifs. Au niveau positif, vous pouvez avoir, bien sûr, et vous l'entendrez de la part des intervenants suivants, une technologie numérique peut améliorer, simplifier ou soutenir une fonction ou une tâche spécifique des services de santé, ce qui aide aussi au niveau des politiques en matière de financement de la santé. Mais d'un autre côté,
Vous avez des exemples et même des cas, des preuves où la technologie numérique peut avoir un effet négatif parce que la conception est inadéquate ou la mise en œuvre l'est, ou par exemple, il manque, et il y a une inadéquation entre les besoins et le contexte qui existe. Vous avez un autre exemple où la technologie numérique simplifie ou soutient un mécanisme de financement de santé. Mais alors, je vais vous donner l'exemple des assurances, des régimes de santé, d'assurance santé privée dans un grand nombre de pays. Je pense à des pays africains, par exemple, énormément de régimes de santé qui utilisent ces technologies numériques pour l'enregistrement de leurs membres, etc., et pour la collecte des contributions. Alors, ce que cela fait potentiellement, c'est que cela affecte euh, l'un de nos principes désirables, à savoir la dépendance d'un financement public au sens large. Donc, s'il y a ce soutien, ce déséquilibre, si vous voulez, ce soutien du côté du privé, ce n'est pas la faute, bien sûr, de la technologie numérique elle-même. La question, et ce qui est important, c'est comment la technologie numérique est utilisée. Ici, je résume certains résultats de nos différents cas d'études santé sur l'utilisation des technologies numériques pour le financement de la santé. Et nous voyons ici les effets principaux positifs de l'utilisation de ces technologies numériques qui contribuent aussi bien aux objectifs intermédiaires que finaux. Alors, il y a la question efficacité, réduction des coûts, la vitesse du traitement, amélioration évidemment aussi de l'accès qui devient éventuellement plus équitable, et nous entendrons plus de choses sur cette question-là dans une prochaine présentation. Amélioration potentielle aussi de la protection financière et évidemment transparence, confiance, responsabilité. Mais ce que je voulais transmettre ici, c'est qu'en fait, les technologies numériques aident à surmonter des défis qui existent dans les systèmes mutuels ou basés sur le papier et qui prennent énormément de temps. Et à un certain moment, il n'est simplement pas possible de tout gérer manuellement. Et comme je le disais, les technologies numériques, lorsqu'elles sont basées sur des plateformes, permettent les échanges de données en temps réel ou quasi. Ayant dit cela, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut rechercher, c'est que les technologies numériques permettent des politiques, des options de politique de financement de la santé différentes d'être mises en œuvre. Il y a des cas pays où nous avons vu ces technologies numériques qui permettent de tels financements. Non seulement elles soutiennent ce qui existe, mais elles ouvrent de nouvelles possibilités. Cependant, il y a beaucoup de risques et de défis qui ne sont pas le propre de ce domaine. Il existe dans bien d'autres. Il faut bien comprendre les risques et comment y faire face. Il n'y a pas une seule approche. Il faut trouver des solutions qui correspondent au domaine de la santé. Il y a comme défi la fracture numérique qui se creuse entre les populations. Certains groupes sont défavorisés. Il y a aussi des questions liées à la protection des données. À mon avis, ce qui est le plus important, c'est l'absence de dispositions réglementaires, en particulier par l'utilisation de l'IA. Et il y a aussi beaucoup de questions éthiques. Il y a aussi une absence d'alignement entre les technologies elles-mêmes et l'écosystème numérique. Cela peut produire des problèmes tels que l'absence d'interopérabilité ou un manque de coordination entre les composants du système et les projets, et certes,
la fragmentation. Pour conclure, je souligne les éléments incontournables pour assurer une transformation numérique favorable à la CSU. D'abord, il faut une structure de gouvernance claire. Ce sont les gouvernements qui doivent mener à bien le processus de transformation numérique, plutôt que le secteur privé. Certes, on a besoin du secteur privé qui peut soutenir ce processus, mais c'est le gouvernement qui doit être le chef de file. Ensuite, il faut une stratégie nationale en matière de financement de la santé. Parfois, cet élément est oublié et il y a des lacunes. Il faut également bien définir le rôle des technologies numériques dans le financement de la santé et le lien entre cela et le secteur de la santé de manière générale. Il faut également anticiper les risques et prendre des décisions en matière de politique publique et de réglementation, et ce pour éviter des résultats négatifs. Enfin, les gouvernements doivent renforcer les capacités en la matière au niveau des centres de santé, de formation sanitaire, en ce qui concerne la réglementation. Je vais m'en tenir à ces propos. Très rapidement, je vais vous montrer quelques-unes de nos publications que vous pouvez trouver sur notre site. Je vous remercie de votre attention. Je vais maintenant présenter Martin Oranger, qui est expert en financement de la santé et en renforcement des systèmes de santé. Il travaille pour CordAid et qui met en place différents systèmes dans des pays africains. Martin a travaillé avec nous ici à Genève pour soutenir notre travail sur les technologies numériques dans le financement de la santé et ensemble, on travaille sur différents ouvrages et je suis ravie donc de donner la parole à Martin qui sera le modérateur de notre séance d'aujourd'hui. Merci beaucoup, Inka. Merci pour ces paroles très aimables et pour cet exposé brillant sur les avantages et les risques que présentent les technologies numériques pour le financement de la santé. Tout d'abord, nous allons passer aux présentations sur les pays, à savoir l'Estonie et le Rwanda. L'Estonie a fait une réforme de la politique concernant le ticket modérateur, surtout pour les médicaments prescrits. C'est une technologie numérique. Si vous pensez à l'exposé de Dinka, c'est au niveau de la fonction de conception des prestations. Ensuite, le Rwanda, qui vient d'introduire un nouveau système numérique qui s'appelle Kwivuza, qui soutient différents éléments concernant les membres, la mobilisation des recettes et la mise en commun des fonds. Et sur le graphique, vous allez voir où ça se trouve. Donc, deux présentations sur ces deux pays. Je vais maintenant présenter nos intervenantes. Kaya Kazakamp de l'Estonie, elle est économiste de la santé au bureau de Barcelone de l'OMS pour le financement des systèmes de santé. Elle aide les gouvernements d'Europe et d'Asie centrale. Auparavant, elle a travaillé au ministère estonien des Affaires sociales et à la Caisse d'assurance maladie estonienne. Ensuite, il y a Ina Kalisa, qui est responsable du département de l'assurance maladie communautaire au Conseil de la sécurité sociale du Rwanda. Elle a travaillé pour l'OMS au Rwanda en tant qu'économiste de la santé, également à l'école de santé publique de l'Université du Rwanda. Merci beaucoup, Martin, pour cette introduction. Bienvenue à tous et à toutes. L'Estonie est un petit pays.
Peut-être que c'est un pays que vous ne connaissez pas, mais le pays est connu pour ses innovations numériques. Nous pouvons voter en ligne, payer les impôts en ligne et nous pouvons protéger les patients contre les coûts élevés des médicaments. Et tout cela peut se faire en ligne. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment nous avons utilisé cette innovation numérique en un vrai atout pour éviter des coûts élevés de médicaments sans ajouter des processus administratifs. Et vous pouvez consulter ce rapport pour trouver de plus amples détails que nous avons publié avec l'aide de Martin, entre autres collègues. Aujourd'hui, je vais résumer la réforme en matière de politique publique. On peut transformer les bonnes intentions en avantages pour les patients, et ce de manière efficace et équitable. Alors, où est-ce que nous avons commencé? Conformément aux principes de notre politique en matière de santé, souligne le fait que les patients ne doivent pas devenir pauvres en raison de l'utilisation des services médicaux. Pour respecter ce principe, il faut assurer une protection financière et l'Estonie a déjà travaillé en la matière. Le bureau de l'OMS à Barcelone a publié une évaluation sur l'appauvrissement lié aux dépenses médicales était une préoccupation. Et si vous regardez bien les données, vous pouvez voir que les ménages confrontés à des dépenses catastrophiques étaient très touchés par le coût élevé des médicaments, notamment le coût élevé des médicaments prescrits. Ça, c'était le point de départ pour notre réforme que nous avons réalisée en 2018. Et mon exposé va porter sur cette réforme. Dans beaucoup de pays tels que l'Estonie, il y a un ticket modérateur sous forme de pourcentage et sous forme de montant fixe. Il y a parfois des exonérations en fonction de la catégorie de médicaments ou pour certains groupes de la population. Par exemple, les enfants ne sont pas obligés de payer un copaiement, un ticket modérateur. Les personnes touchées par des maladies mortelles ne sont pas obligées non plus de payer un ticket modérateur. Malgré ces exonérations, il y a aussi d'autres cas de figure, des patients qui ont des maladies chroniques. Et là, il y a vraiment une utilisation très importante des médicaments prescrits et même dans ces cas de figure, les tickets modérateurs peuvent représenter une somme très importante. Alors, comment peut-on améliorer la protection financière pour ces groupes-là? Au début des années 2000, notre caisse d'assurance maladie avait introduit un système ou une prestation pour les médicaments supplémentaires. Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, c'est un système, c'est un dispositif qui regarde tous les copaiements, tous les tickets modérateurs payés sur une année et si un certain seuil est atteint, les paiements sont réduits. Par exemple, si vous dépensez plus de 300 € par an, au-delà de 300 €, il y a un certain pourcentage qui est pris en charge. Si vous dépassez 500 € par an, la caisse prend en charge 90%.
Malgré ces règles de remboursement qui existaient, et on avait à notre disposition des données électroniques, à l'époque, il fallait envoyer une demande afin de pouvoir bénéficier de ce système. Donc, il fallait savoir que ce système existait et très peu de personnes étaient au courant de ce système. Même si cette prestation existait, la population n'était pas au courant de cette possibilité et donc très peu de personnes l'ont utilisé. Et même si vous étiez éligible et vous avez fait une demande, le remboursement s'est fait plus tard. Donc, il fallait d'abord payer et recevoir un remboursement plus tard. La réforme a été introduite en 2018 pour complètement modifier ce processus à l'aide des technologies numériques. Grâce à des engagements politiques et un financement supplémentaire, nous avons fait une refonte du système pour abaisser les seuils de dépenses. Donc, on est passé de 300 à 100 euros par an et de 500 euros à 300 euros par an. Mais ce n'est pas l'aspect le plus important de cette réforme. L'aspect le plus important de cette réforme est l'utilisation des technologies numériques. Une technologie numérique a été élaborée pour calculer la totalité des dépenses d'une personne en temps réel. Une fois que le seuil est atteint, la prestation, l'avantage est appliqué de manière automatisée et ensuite les paiements futurs sont réduits. Donc, ce n'est plus la peine d'envoyer une demande ou d'être au courant de l'existence de cet avantage. C'est le système électronique qui l'applique automatiquement. Il y a certains facteurs nécessaires qui doivent exister pour permettre une telle réforme. L'Estonie est connue pour sa culture numérique, ses compétences numériques. Nous avions déjà numérisé toutes les données pour les ordonnances et ce au début des années 2000 et à partir de 2010, on avait mis en place le système de paiement. On avait également créé des systèmes de données interopérables pour l'assurance, le registre et d'autres données. Dans cette technologie, alors il y a aussi un changement d'état d'esprit qui doit arriver. C'est quelque chose, la protection, doit passer de quelque chose que les gens demandent et devenir quelque chose que les gens doivent voir ceci, quelque chose qui est leur droit de recevoir des soins. Donc, ceci implique un certain niveau d'engagement. Comme je l'ai dit, nous avons eu la chance d'avoir eu l'opportunité d'utiliser cette opportunité dans la politique pour mettre en œuvre cette réforme. Alors, comment est-ce que le système fonctionne en réalité? Lorsqu'une personne va voir un médecin et reçoit une ordonnance électronique, cette ordonnance est automatiquement liée à leur identité unique au sein de la base de données de l'assurance. Chaque fois que cette personne achète des médicaments dans la pharmacie, le système d'information de la pharmacie envoie cette information dans la base de données des prescriptions, des ordonnances électroniques, et ceci permet de faire un total annuel. Donc, pour identifier le niveau du ticket modérateur, eh bien, ceci est montré dans ces 9 étapes, à savoir le prix de référence du médicament, le niveau du ticket modérateur, l'identification du temps pour déterminer les caractéristiques du patient. Toute cette information se trouvait déjà dans la base de données depuis 2010, avant la réforme, avec une exception près, à savoir les étapes 6 et 7, à savoir la nouvelle conception pour introduire une technologie numérique qui est l'ajout d'autres avantages pris en charge médicale. Donc,
Le système d'ordonnance électronique calcule le montant du ticket modérateur pour le patient, ainsi que potentiellement d'autres avantages médicaux. On voit ceci directement à la pharmacie. La pharmacie sait quelle est la somme qui doit être payée par le patient. Du point de vue du pharmacien, le processus est sans couture. Le système numérique calcule la somme en temps réel due à titre du ticket modérateur et le patient. Donc, la comptabilité est faite pour cette somme réduite. Donc, la gestion de la pharmacie est faite automatiquement au travers de cette interface numérique. Alors, ceci demande donc un échange de données en temps réel. Voici un exemple de la façon dont la transparence au niveau du patient peut être augmentée. Ici, nous avons le résumé de l'impact de cette réforme. Du point de vue du patient, nous voyons, vous pouvez, voilà, que le processus d'automatisation a permis que, disons, avant la réforme, 37% des personnes seulement qui étaient éligibles pour les couvertures l'ont reçu en réalité. Et avec cette automatisation, le niveau a atteint 100%. Vous voyez que l'impact a été immédiat. Vous voyez aussi que le nombre de personnes qui bénéficient de cette réforme a augmenté. Pour ce qui concerne l'impact du point de vue du système nous voyons avec cette réforme que les technologies numériques peuvent vraiment opérationnaliser les politiques et impliquer les différentes agences. Parce que cette réforme n'a pas coûté énormément. Elle n'a coûté que 50 000 € en 2017 avec l'élaboration. Alors, il faut évidemment une certaine capacité au niveau informatique, mais le coût était marginal par rapport à l'impact que cette réforme a eu pour la population. Et pour résumer, depuis 2 décennies, donc, l'Estonie a systématiquement poursuivi l'utilisation de technologies numériques pour rendre les soins de santé accessibles de manière équitable. Et nous avons vu que ces outils numériques sont les plus puissants lorsqu'il y a une responsabilité claire, transparence et un engagement politique. Et il est également crucial pour les décideurs de s'assurer qu'il y a un séquencement correct, que les politiques soient prêtes à être utilisées dès qu'il y a une fenêtre d'opportunité. Je vous remercie beaucoup. Merci de votre patience et je vous repasse la parole, Martin. Merci beaucoup, Kaya. Merveilleuse présentation sur l'Estonie. Nous allons maintenant immédiatement continuer avec la présentation depuis le Rwanda. Donc, la parole est à vous, Ina. Merci, Martin. Bonjour à tous. C'est une joie d'être avec vous aujourd'hui pour partager cette expérience d'innovation qui a renforcé les fonctions du financement de la santé. On donnera l'exemple du Kwivuza. Donc, avant cela, j'aimerais vous donner un petit peu de contexte sur le Rwanda. Notre population est d'environ 14 millions de personnes. 90% de la population est couverte par une forme d'assurance, mais l'assurance maladie communautaire cible les secteurs informels qui couvrent 82% de la population. Ceci est financé au travers d'une combinaison de fonds, y compris des contributions volontaires des ménages, basées sur leur situation socio-économique. Et ceci constitue 33% du revenu de ce régime. Les plus vulnérables sont entièrement couverts par le gouvernement pour les primes et les quotes-parts et les exemptions sur le lieu de soins. RSSB, qui gère CVHI, a une vision de devenir une organisation performante axée sur ses membres, fondée sur les données et les preuves. L'idée, c'est de permettre un accès à des données opportunes. C'est dans cet esprit-là que ce système a été développé. L'idée, c'est de recevoir un traitement médical. Il existe une plateforme en ligne qui facilite le traitement
des aspects médicaux ainsi que l'enregistrement plus facile. Mais dans la présentation d'aujourd'hui, nous allons regarder essentiellement la gestion. Donc, le parcours de numérisation a commencé en 2018 avec 3MS qui a été lancé pour l'inscription des membres et la vérification d'éligibilité, qui a ensuite été amélioré pour permettre les paiements mobiles, ce qui a contribué à booster les inscriptions. En mars 2022, Quivusa a été développé en interne par RSSB, à commencer par le site de gestion des membres et a remplacé 3MS en raison de problèmes techniques persistants. Donc, en 2023, un module de gestion des réclamations en temps réel a été ajouté. Alors, quelles sont les fonctionnalités de Kiwibusa? La plateforme a été conçue avec des microservices évolutifs, ce qui veut dire que c'est en fait avec des composantes petites et indépendantes qui peuvent être évoluées ou être échangées sans que cela affecte le système dans sa totalité. Ceci est basé c'est une plateforme basée sur le web avec une interface bilingue, Kiranda et anglais, Kinyarwanda et anglais, qui fonctionne aussi bien sur ordinateur que sur téléphone, qui permet des échanges de données en temps réel et des vérifications automatisées des données. Vous pouvez, par exemple, vérifier votre identité nationale, l'identité nationale des membres. Nous avons un auto-enregistrement d'événements de vie comme naissance, les morts. Pour ce qui concerne la sécurité du système, ceci permet utilise l'authentification multifacteur avec des mots de passe à usage unique. Quivusa prend en charge un grand nombre de tâches en matière de santé, mais nous nous focalisons aujourd'hui sur sa capacité de collecter des revenus et son pool de financement. Aujourd'hui, il est facile et plus rapide pour nos membres de s'inscrire, d'être enregistrés, de renouveler leur état de membre. Ils ne sont pas obligés de faire la queue dans des bureaux comme c'était le cas auparavant. Vous pouvez donc vérifier ce que vous devez régler basé sur votre catégorie socio-économique et le nombre de personnes dans votre foyer. Vous pouvez utiliser des canaux de paiement pratiques et donc ces paiements sont devenus, il n'y a plus d'espèces dans ce système cash-free. Ensuite, il s'agit là de la plateforme Quivusa. Voilà ce que verra la clinique lorsqu'ils veulent voir l'éligibilité du patient. Donc, vous entrez votre numéro de téléphone, votre code USSD et vous recevez un code, un mot de passe unique à usage unique. Ensuite, on voit l'éligibilité des patients. Vous voyez le nombre de personnes dans le foyer. Lorsque vous avez leur identité, vous voyez si la personne est subventionnée par le gouvernement en matière de santé ou si elle doit financer des choses elle-même. S'il s'agit de quelqu'un de subventionné par le gouvernement, eh bien, vous n'avez pas à demander de paiement. Vous pouvez voir s'il s'agit d'un membre de ce foyer, vous pouvez regarder leur niveau de contribution, etc. Mais les membres peuvent également vérifier pour voir s'ils sont éligibles en utilisant un code USSD, comme c'est indiqué ici. Avant de vous montrer le processus de la façon dont les membres payent leur contribution en utilisant ce système Quivusa. En fait, je voulais vous dire que Quivusa est intégré dans le registre social dynamique, une base de données gérée par les gouvernements locaux qui collecte les informations sur les foyers, y compris leur nom, les noms dans le foyer, les membres, leur âge, leur genre, leur sexe, pardon, ainsi que l'information sur les
subventions qu'ils reçoivent, leur niveau socio-économique. Ceci vise des programmes de protection sociale. Donc, on a d'où l'intégration avec la base de données sur les statistiques sociales. Et cette base de données est également liée à l'agence d'identification, de pièces d'identification qui permet la vérification d'identification. Donc, lorsqu'un membre souhaite payer ou s'inscrire dans ce régime, le foyer a un numéro d'identité nationale et on utilise ce code pour vérifier le registre social pour voir si l'information sur son foyer, à savoir les noms des membres de la famille, le nombre, parce que, en fait, les paiements sont basés sur le nombre de personnes dans votre foyer et ainsi votre niveau socio-économique. Lorsque l'information n'est pas correcte, il faut aller dans un centre administratif pour corriger cette information. Si votre information est correcte, un membre peut régler en utilisant différents canaux de paiement, y compris des opérateurs mobiles comme MTN ou l'une des plateformes du gouvernement en ligne qui rend différents services publics, ce qui permet de payer. Et automatiquement, lorsque vous avez payé, votre règlement est enregistré. Vous êtes donc éligible. Donc, vous pouvez vérifier en tant que membre. Vous pouvez utiliser le NID et donc l'agence santé avec les dossiers médicaux est également intégrée dans Quivusa, mais ceci vérifie également l'identité. Donc, cette intégration de deux bases de données simplifie les règlements des contributions en matière d'assurance et renforce la viabilité financière du système tout en permettant une vérification d'éligibilité au travers de ce système. Cela vous montre l'augmentation de la couverture au fil des ans et cela a également permis une meilleure efficacité parce que les personnes ne sont plus obligées de faire la queue en personne et d'attendre. Il y a aussi la possibilité de choisir la plateforme électronique pour le règlement de paiement et donc tout se fait sans paiement en espèces, tout est virtuel. Maintenant, les enseignements que nous avons tirés de cette expérience. Il y a un engagement politique très fort, zéro papier, zéro déplacement pour les membres. Il a fallu une forte collaboration avec les parties prenantes, notamment pour l'intégration des autres bases de données. Nous avons un écosystème qui a permis au RSSB de réaliser cette transformation numérique. Nous avons investi dans les infrastructures numériques, la connectivité plutôt, les politiques publiques, la réglementation, entre autres. Il est très important également d'avoir une équipe numérique en interne parce que notre équipe a pu contribuer à la mise en place de Quivusa. Nous étions beaucoup plus rapides grâce à cette équipe en interne. C'est plus efficace que des approches qui ont recours à des fournisseurs ou à des prestataires extérieurs. Nous avons assuré un déploiement séquentiel qui a réduit les risques. C'est-à-dire que Quivusa a subi 3 mois de tests avant le lancement officiel. Quivusa, demain, il s'agit d'assurer une amélioration continue, une innovation continue. Nous allons ajouter d'autres éléments, tels que la reconnaissance faciale biométrique. Le registre dynamique sera intégré avec d'autres systèmes du gouvernement. Si vous êtes propriétaire d'une parcelle, par exemple, si vous avez un salaire, nous avons toutes ces informations et cela nous permet de déterminer le niveau de prime. Je vais m'en tenir à ces propos. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Ina et Kaya, pour ces deux exposés très intéressants.
sur ces deux exemples de l'Estonie et du Rwanda. Nous allons passer à l'Éthiopie. Je vais donner la parole à Gamaya Dinsa. Il va partager ses réflexions sur les trois présentations que nous venons d'écouter, la présentation conceptuelle de Dinka et les deux présentations pays. Gamaya est conseiller en financement de la santé auprès du ministère de la Santé de l'Éthiopie. Il travaille au sein du projet FENOT à l'école de santé publique à Harvard et auparavant il était chercheur à l'école d'hygiène et de médecine tropicale à Londres. Je vous remercie de m'avoir donné la possibilité de parler de ces trois exposés très intéressants. Je vais commencer par les exposés sur les pays. En ce qui concerne l'Estonie, on a vu l'importance d'un renforcement graduel des capacités. Cette stratégie progressive a permis à l'Estonie d'apprendre, de s'adapter et de mettre à l'échelle des innovations technologiques. Il y a certaines politiques publiques en Estonie qui accordent des avantages au moment de l'achat, et cela grâce à l'utilisation des technologies numériques. Je pense notamment aux fortes capacités, aux infrastructures numériques. Tout cela a contribué à la réduction des coûts pour mettre en œuvre ces innovations. L'expérience de l'Estonie montre que les technologies numériques peuvent renforcer l'efficacité des programmes. Cependant, s'il y a des disparités quant à l'accès à la technologie, cela risque d'exacerber des inégalités. S'il n'y a pas de conception inclusive et d'autres mesures pour favoriser l'inclusion. Donc, voilà une petite synthèse de l'expérience estonienne. S'agissant du Rwanda, des progrès significatifs ont été réalisés pour créer un système cohérent avec des liens entre les différentes bases de données et des échanges de données en temps réel. C'était une expérience très positive pour le Rwanda. L'interopérabilité dépend des décisions en matière de gouvernance. Donc, l'interopérabilité n'est pas forcément un aspect purement technique, c'est aussi une question de gouvernance pour favoriser la prise de décision, les échanges de données, entre autres. Donc, ce n'est pas une question qui est purement technique. D'après l'expérience rwandaise et l'utilisation de ce système du RSSP, il n'est pas nécessaire d'utiliser des technologies très sophistiquées. Je pense que c'est un avantage du système. Cela veut dire que les solutions numériques sont faisables même dans des contextes où il y a moins de développement, par exemple. Il y a aussi la possibilité de collecter les contributions. Le cas rwandais montre que l'utilisation de la vérification biométrique et l'intégration avec les dossiers médicaux et l'interopérabilité avec les autres systèmes du gouvernement sont autant de facteurs qui ont renforcé la redevabilité et l'efficacité. Maintenant, quelques réflexions de manière générale. L'appropriation nationale et le leadership sont des éléments cruciaux. Inka en a parlé pendant sa présentation. L'appropriation nationale est fondamentale pour les technologies numériques. Même si c'est une solution élaborée en interne avec les autorités nationales,
La participation des institutions nationales est primordiale pour assurer la pérennité du système et l'alignement avec les principes nationaux. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que le séquençage et la planification sont inéluctables. Il faut bien définir les stratégies, il faut bien séquencer les activités avant de lancer la mise en œuvre. Des initiatives fragmentées réduisent l'efficacité des ressources. Je pense à mon propre pays, l'Éthiopie. Il y a des projets financés par des ONG, des bailleurs de fonds bilatéraux, mais ces projets ne sont pas forcément liés au cadre national. Et à la fin de ces projets, il n'y a pas d'intégration des technologies numériques qui ont été utilisées. Donc, il faut assurer une approche holistique pour assurer la cohérence de toutes ces interventions. Le troisième et dernier point, c'est qu'il faut penser à la fracture numérique. Inka en a parlé. La fracture numérique, surtout en ce qui concerne les compétences numériques pour les populations et les communautés. Il y a aussi la question de la confiance vis-à-vis des agents sanitaires. Ça aussi, c'est une question importante. Et il faut aborder ces différentes questions pour assurer la bonne utilisation des solutions numériques. Je vous remercie. Merci beaucoup, Girmay, pour ces réflexions très intéressantes par rapport aux différents exposés. Maintenant, nous allons répondre aux questions posées par les participants. Alors, Nouria, est-ce que vous pouvez nous expliquer les questions qui ont été posées? Merci beaucoup, Martin. Merci beaucoup pour les excellentes questions que vous posez. Il y en a beaucoup. Alors, Martin, je vais vous donner une première série de questions et peut-être que nous pouvons en prendre d'autres un peu plus tard. Il y a d'abord une précision qui est demandée. Est-ce que les ressources humaines peuvent être intégrées dans ces outils numériques que nous avons évoqués? Nous savons que les ressources humaines représentent une part importante des budgets consacrés à la santé. Alors, comment peut-on faire pour intégrer les ressources humaines? Il y a aussi une question sur la difficulté de mettre en œuvre des technologies numériques dans des pays où il y a très peu de connectivité, très peu de disponibilité des ordinateurs. Est-ce que c'est vraiment faisable? Et comment peut-on faire pour mettre en œuvre de tels systèmes si l'accès à Internet est limité dans un certain pays? Ensuite, il y a des questions portant sur l'équité, et ça c'est lié à l'accès à Internet. Est-ce que l'équité est prise en compte dans ces outils? Si c'est le cas, comment est-ce que cela est réalisé? Et la dernière question, quelles sont les obligations pour que le gouvernement puisse mettre en œuvre ces systèmes numériques, surtout pour réduire les paiements à la charge des patients? Je propose de commencer par ce premier groupe de questions. Bien, merci beaucoup. Oui, ce sont d'excellentes questions déjà. Je voudrais donner à tous les intervenants la possibilité de répondre à ces questions. On pourrait peut-être le faire dans l'ordre des présentations. Inka, est-ce que vous souhaiteriez commenter sur ces questions? La première concernant les ressources humaines, est-ce qu'il faut intégrer cet aspect dans un plan donc numérique? Ou alors aussi la dernière question, les exigences du côté du gouvernement?
Oui, merci beaucoup. Ce sont d'excellentes questions. Peut-être les réponses ne sont pas si faciles, mais on va essayer. Pour ce qui concerne la première question, l'intégration des ressources humaines dans les systèmes numériques, absolument. Cette numérisation a lieu dans tous les blocs, tous les aspects du financement de la santé. Je dirais que dans le financement de la santé, donc, est-ce que le financement de la santé est peut-être un petit peu en retard par rapport à la numérisation en général, mais en tout cas, il faudrait que ça avance. Donc, chaque brique dans cet édifice doit être numérique, mais pas simplement il faut intégrer les systèmes pour qu'elles soient interopérables au travers des différents domaines, le côté approvisionnement, le côté ressources humaines, etc., le financement. Je ne suis pas une experte sur les technologies numériques en matière de ressources, mais les systèmes d'information, de gestion d'information, je commence avec les plateformes basées sur le web. Je sais que les technologies des téléphones mobiles sont une partie importante pour la formation des travailleurs de la santé, pour l'aspect ressources humaines. C'est un domaine énorme, mais ce qui est important, c'est qu'il y ait l'interconnectivité entre les ressources humaines et le financement de la santé. Donc, formidable. Merci d'avoir indiqué ceci, mis le doigt sur ceci. Pour la dernière question, la question de la gouvernance, il y avait plusieurs questions en fait. Et d'ailleurs, avec votre question, vous avez indiqué le fait qu'il s'agit là de l'un des éléments fondamentaux dans la transformation numérique. Il ne s'agit pas tant de l'aspect technique comme la connaissance informatique. Bien sûr, cela est nécessaire et il faut renforcer les capacités et recruter du personnel dans ce domaine. Mais je pense que les questions principales sont liées à la gouvernance. Donc, ce que je disais, c'est le fait d'avoir une stratégie claire, un parcours, une feuille de route claire pour savoir où est-ce que nous voulons aller, quel est le point d'entrée. Est-ce qu'on commence par exemple avec le système de gestion des demandes, ou alors, bon, l'idée c'est qu'on a en gros un régime de couverture santé, ou est-ce qu'on commence du côté bénéficiaire, à savoir la gestion des bénéficiaires, ou est-ce que on peut faire les deux en même temps? Donc, réfléchir au point d'entrée, réfléchir au séquencement et réfléchir également, je pense qu'on l'a mentionné dans les présentations, c'est la dimension des sauts, parce que les pays ne sont pas obligés de retourner vers ce que d'autres pays ont fait 10 ans plus tôt. Par exemple, en Estonie, nous avons regardé cette gestion des demandes. Il y a 20 ans, hein, ça a commencé avec un système qui s'appelait Floppy Disk, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais maintenant, vous avez fait des sauts majeurs. Mais pour réfléchir à ça, comment est-ce que ceci est lié et aligné à l'infrastructure numérique publique? Une autre question qui vraiment est au cœur de la question, euh, fiabilité des systèmes, la question de la connectivité, quoi, si elle n'est pas disponible ou si elle est faible dans des régions rurales, à ce moment-là, il est difficile d'avancer avec la numérisation. Tout cela est pris ensemble, mais les mécanismes des gouvernements et les stratégies claires sont très importantes. C'est ça l'aspect le plus important pour avancer. Je m'arrête là. Merci. Merci beaucoup, Inka. Kaya, est-ce que vous souhaitez ajouter quelque chose à ces deux questions, plus du point de vue de votre expérience pratique en Estonie? Comment est-ce que vous avez intégré la composante RH, par exemple, dans ce type d'innovation? Est-ce que ça a été intégré dans le plan d'ensemble et aussi les exigences en matière du gouvernement? Donc, Inka vient de parler. À quoi est-ce que ça ressemblait dans votre pays, dans le contexte de votre pays? Je crois que la question de la connectivité Internet, je ne suis pas sûre que ça soit applicable à l'Estonie. Peut-être il y a d'autres aspects sur lesquels vous pourriez répondre. Merci, Martin. Les aspects RH ont deux aspects. L'un, c'est
améliorer les connaissances au niveau des travailleurs dans la santé. Et on s'est occupé de cela en Estonie depuis le début, à savoir si vous souhaitez être engagé par une agence en tant que fournisseur, en tant que professionnel médical, vous devez soumettre vos données numériques. Nous avons commencé cela au début des années 2000 et on a fait ça pour chaque famille, pour chaque pharmacie. Nous sommes passés de cette transmission de données sur les anciens disques floppy et maintenant nous sommes passés à un système où nous avons en fait un échange de données en ligne qui est la pratique commune actuellement dans la plupart des pays et nous recherchons toujours la meilleure solution. D'un autre côté, au niveau des RH, il y a aussi cette capacité au sein des agences qui font les achats de rechercher ces numériques, ces solutions numériques. J'ai touché sur ce point dans ma présentation et je dirais que dans notre success story, l'un des facteurs, c'est le fait que nous avons pu allouer une part significative de ces agences du budget de ces agences pour financer une capacité assez forte permettant de maintenir ces systèmes de données de haut niveau. C'est une leçon que nous avons apprise et nous mettons la priorité sur ce. Pour ce qui concerne les processus de gouvernance, gouvernement dans l'utilisation numérique, ceci a été toujours au niveau très élevé des priorités politiques dans nos programmes politiques. Nous avons une définition claire de nos priorités politiques pour l'élaboration et le développement de ces systèmes. Donc, ça, c'est un point que d'autres pays peuvent rechercher également pour voir s'il y a quelque chose qu'on peut tirer de ces stratégies donc, pour le développement de la santé. Ensuite, pour la question de l'accès Internet, alors je suis tout à fait d'accord, mais je travaille dans des pays où il y a des défis en matière d'accès au Internet, par exemple dans le cas de l'Ukraine. Il faut des moyens extraordinaires pour soumettre ces dossiers santé. Et il faut faire des efforts pour trouver une connexion Internet. Donc, c'est tout à fait un défi pour ce qui concerne l'équité. Mais lorsqu'on parle en termes d'équité pour cette réforme de politique que nous avons mise en œuvre, nous avons augmenté en fait l'équité parce qu'avant cela, nous demandions aux patients de faire la demande numériquement pour ces couvertures et un grand nombre de personnes plus âgées n'étaient pas capables de le faire, ne savaient pas le faire et c'était ces personnes-là qui probablement en fait avaient les coûts les plus importants liés à traitement de santé. Donc, alors que le fait de pouvoir directement faire leurs achats à la pharmacie et bénéficier de leur couverture là-bas, donc, était un avantage et je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Sur cette question de l'équité, vous avez donné un bon exemple sur comment cela peut fonctionner positivement. Cela a fonctionné positivement en Estonie. Je passe à Lina parce que nous avons entendu parler de la difficulté de la mise en œuvre de technologies dans les situations de connectivité faible et les implications par rapport à l'équité dans ces cas-là. Je pense que ce sont des questions auxquelles vous avez réfléchi en Rwanda, puisque vous avez des différents niveaux de connectivité dans différentes parties du pays. Est-ce que ceci a eu des implications sur la manière dont cela a été mis en œuvre? Merci, Martin. Tout d'abord, j'aimerais dire à ceux qui ne le savent pas que ce régime a déjà 25 ans d'âge, à savoir depuis le début, depuis le pilote
le stade au pilote, stade pilote à aujourd'hui, c'est 25 ans en tout. Lorsqu'on regarde, lorsque nous avons commencé à numériser nos processus, cela a commencé en 2018. Et ça, c'est dû au fait que il y a eu plusieurs étapes et nous avons tiré avantage d'un niveau élevé d'engagement démontré par un investissement dans l'infrastructure numérique, donc connectivité, accès à la bande passante. Si vous regardez récemment, je lisais sur la pénétration dans le Rwanda et 80% de la population a au moins un téléphone mobile, la pénétration donc du téléphone mobile. Nous n'avons pas développé nos systèmes par rapport à ça. Nous avons donc, même dans les foyers distants, ils peuvent accéder à nos services facilement. Mais nous valorisons également nos opérateurs de téléphonie mobile. Ils ont une plateforme en ligne gouvernementale. Un grand nombre de services de prestations gouvernementales se trouvent là. Il y a un grand nombre d'agents qui sont présents dans l'ensemble du pays et très près de la population. Donc, même si vous n'avez pas de téléphone mobile, vous pouvez passer par cet agent pour gérer vos paiements. Donc, c'est vraiment une question d'une vision, s'assurer que transversalement, dans les différents secteurs, il y a cette présence, donc des différentes prestations gouvernementales. On utilise le registre social qui, en fait, collecte l'information dont nous avons besoin pour pouvoir fixer un paiement d'assurance qui correspond aux membres. Donc, Quivusa est une plateforme web parce que l'Internet est disponible en fait largement dans le pays et peut-être que il y a une limitation effectivement dans les pays où l'Internet n'est pas aussi présent et étendu qu'au Rwanda. Je pense que en fait, c'est vraiment ce qui est important, c'est la vision qu'il faut développer, élaborer sur le temps. Et nous n'avions pas uniquement RSSB, nous avons bénéficié de la numérisation de nos systèmes de paiement, par exemple. Et ça, c'est quelque chose de totalement transversal dans différents secteurs, tous les secteurs. Et nous avons utilisé ce fait-là pour développer une plateforme qu'on peut utiliser où que vous soyez. Et je crois que c'est ça vraiment que je peux dire pour ajouter à ma présentation. Ah oui, et simplement pour dire qu'un centre de santé, nous avons plus de 1000 centres de santé, établissements de santé sous contrat. Et il s'agit d'établissements de soins primaires qui sont tous connectés. Et ils ont peut-être tous au moins un ordinateur pour pouvoir accéder à notre plateforme. Simplement pour dire que ce n'est pas un énorme investissement, en tout cas actuellement. Voilà, et je vous repasse la parole. Merci d'avoir expliqué cela. Girmay, la question de la connectivité, la question de la fracture numérique en Éthiopie, je connais un peu votre pays. Nous avons écouté les expériences de l'Estonie et du Rwanda. Y a-t-il des enseignements que nous pouvons tirer qui s'appliquent à l'Éthiopie, un pays qui a également une assurance maladie communautaire, qui couvre une part importante de la population informelle? Et je pense que vous êtes toujours au début de la dématérialisation de votre système. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce sujet? Merci beaucoup, Martin. De manière générale, les infrastructures sont très importantes en ce qui concerne l'accès à Internet. Le Rwanda et l'Estonie
ont un avantage, car ces deux pays avaient déjà des infrastructures pour assurer l'accès à Internet et le gouvernement se focalisait déjà sur la promotion de ces technologies. En Éthiopie, nous avons commencé cette démarche, mais la question de la connectivité persiste. L'Éthiopie est un pays complexe avec beaucoup de diversité. Même par rapport au Rwanda, nous avons une population de 120-130 millions de résidents, d'habitants plutôt. Nous avons une superficie très importante, donc il faut beaucoup de ressources, beaucoup de planification. Et c'est parfois compliqué. Si un établissement médical souhaite avoir des technologies numériques, tout d'abord, il faut travailler dans le système manuel sur papier et plus tard, on doit prendre ces données manuelles et les mettre dans le système électronique. Et cela représente un fardeau assez important au début de la numérisation. Donc ça, c'est une difficulté, mais le gouvernement a déjà commencé la numérisation de tous les aspects du gouvernement. Donc d'ici 5 ans, 10 ans, la numérisation sera achevée. Je pense que le secteur privé va en bénéficier, entre autres acteurs. S'agissant de l'équité dans l'accès au système numérique, il y a toujours des problèmes de connectivité chez nous et j'imagine que c'est le cas dans d'autres pays qui occupent un territoire assez vaste et qui ont une population à revenus faibles. Thank you, Germaya. And I think indeed it's also good that you remind us of the size of Ethiopia. If we talk about these different countries, Rwanda has 10 times the population of Estonia. En fait, le Rwanda a 10 fois la population de l'Estonie et certes, il y aura d'autres enjeux dans un pays qui est plus grand, plus vaste. Nouria, y a-t-il d'autres questions? We have had indeed, and I'll again try to organize them into different Oui, je vais les organiser and I'll put selon the les floor to you, thèmes to organize et as you vous see pouvez les fit. organiser comme Firstly, vous there is voulez. this, we've heard from Ina that it took you 25 Ina years to nous a develop dit qu'il a fallu pilots 25 to ans full implementation of your system. entre So there is l'élaboration this et le tension pilote between du système. leapfrogging, Donc, which Inga, you parfois, on mentioned, veut comes through the questions. Is it possible for accélérer, other countries to leapfrog from these faire experiences that were presented today? un sursaut And the en tension termes de between technologie. that and developing your Donc, own system. ça, c'est d'une part, et d'autre part, il y a la possibilité de créer son propre système. Est-ce que vous pouvez nous dire combien de temps il fallut pour mettre en place votre système? Est-ce que vous pouvez expliquer les coûts, les ressources humaines nécessaires si vous avez élaboré votre propre système? Donc ça, c'est la première question. La deuxième question concerne ces systèmes que vous avez mis en place. Est-ce que ce système intègre et les fournisseurs publics et les fournisseurs privés? Troisième question qui concerne la fraude, l'offre et la demande. Comment est-ce que les outils technologiques vous permettent de faire face à des problèmes tels que la fraude? Enfin, il y a une question sur l'utilisation et l'intégration de ces systèmes dans le registre unique social. Les participants souhaitent avoir de plus amples renseignements sur cette intégration. Merci, Nouria. Ina, je vais commencer par vous. Il y a plusieurs questions qui vous concernent. Alors, cette tension qui existe entre le désir d'aller rapidement et le fait de respecter le parcours, le calendrier approprié pour un pays, la question des prestataires publics et privés, et la dernière question concernant l'intégration dans le registre unique social.
Merci, Martin. Quand j'ai dit 25 ans, je dois préciser, c'est le temps qu'il a fallu pour créer un régime d'assurance maladie communautaire. D'abord le pilote en 1999 et au fur et à mesure on a fait des progrès pour arriver au régime que nous avons aujourd'hui. Alors pour l'élaboration de Quivusa, c'était 2 ans plus tôt. En ce qui concerne les prestataires publics et privés, Quivusa, pour cette assurance maladie communautaire, existe pour tous les établissements de soins primaires. Et lorsque vous regardez les établissements et les données, vous avez au niveau le plus bas ce qu'on appelle le poste sanitaire, et c'est un partenariat public-privé. Et il y a des infirmières privées qui gèrent ces postes sanitaires. Et tous ces postes utilisent Quivusa. Je ne sais pas si j'ai tout à fait compris la dernière question, mais l'assurance maladie communautaire concerne la population générale pour couvrir les personnes vulnérables et cibler les personnes qui bénéficient de subventions. Il faut avoir des informations sur la population. Et il ne s'agit pas de collecter des données nous-mêmes, et donc nous utilisons un registre qui est géré par le ministère de la Protection sociale. Donc ce ministère a une base de données qui est mise à notre disposition et c'est l'interface qu'on utilise pour payer les primes, pour le règlement des primes pour nos membres. Je pense que j'ai répondu à toutes les questions. Merci, Ina. Kaya, est-ce que vous pouvez répondre rapidement? Y a-t-il des prestataires publics et privés? Je pense notamment à des pharmacistes, aux pharmacies plutôt, et la question concernant les technologies. En ce qui concerne les prestataires publics et privés, en fait, pour nous, ça n'a pas d'importance. Les deux types de prestataires doivent envoyer des données au système national électronique de la santé. Et si vous souhaitez avoir un contrat avec notre caisse nationale, si vous êtes un prestataire public ou privé, il faut envoyer certaines données pour obtenir des contrats. Alors, les mêmes règles s'appliquent à tout le monde, à tous les prestataires en ce qui concerne les données et les prestations. Dans notre cas, les pharmacies sont privées de manière générale. En ce qui concerne cette question sur le fait de faire des progrès rapides, l'Estonie est vraiment un chef de file en la matière. Nous avons un système pour les ordonnances électroniques et nous avons créé ce système nous-mêmes sans tirer des enseignements d'autres pays. Nous n'avons pas importé des technologies, si vous voulez, d'autres pays. C'est un avantage qui est le nôtre. Nous avons déjà les infrastructures, les capacités qu'il faut pour créer notre propre système. Et je vais m'arrêter là. Merci, Kaya. En ce qui concerne la fraude et si les technologies numériques
ont des répercussions. Inga ou Germay, est-ce que vous souhaitez répondre à cette dernière question? Est-ce que vous avez quelques réflexions? Oui, je peux intervenir. En effet, la fraude est un problème auquel les pays sont confrontés. Une fois que d'autres possibilités de règlement de paiement sont introduites, il y a parfois la question de la fraude. Je suis désolée, je sais que j'ai parlé beaucoup de l'assurance maladie nationale, mais c'est là où nous avons vu beaucoup de progrès au niveau de ces institutions. Les technologies numériques permettent une détection beaucoup plus efficace de la fraude plutôt qu'un système sur papier, parce que si vous avez un système manuel, si vous avez un tas de documents, cela prend beaucoup de temps, il faut y consacrer beaucoup de ressources humaines par rapport à un système qui est automatisé. Nous avons étudié l'expérience des Philippines et ce pays a essayé d'introduire un système automatisé pour la détection de la fraude. C'était un outil numérique. Il y a beaucoup de recherches dans le domaine, beaucoup d'ouvrages de recherche qui étudient l'apprentissage automatique. Il y a la possibilité de tester différents modèles de détection de fraude. En ce qui concerne l'offre et la demande, là, les technologies numériques permettent un suivi plus poussé. Il y a plus de transparence en ce qui concerne les prestataires. Vous pouvez établir des références à certains niveaux pour identifier des problèmes liés à l'offre ou à la demande. Est-ce que je peux parler rapidement de la question de sauter ou de sauter certaines étapes pour élaborer une technologie? L'Estonie a introduit cette réforme en 2003, mais en 2008, un autre changement a eu lieu et maintenant c'est une prestation qui est automatique. Nous avons réalisé cette étude ensemble et pendant l'étude, on s'est dit, c'est très intéressant, mais l'Estonie aurait pu faire cette transformation beaucoup plus à l'avance parce que tous les éléments existaient déjà. Les données étaient là. Et si vous avez les données, il y a différentes options. Le Rwanda est bien passé pour faire cela avec Kwivuza. Il y a les données, les problèmes d'interopérabilité ont déjà été réglés. Et je pense que nous pouvons envisager cela, mais il faut planifier ça pour chaque pays. Je vous remercie, Inke. Je pense que, ayant dit cela, j'aimerais remercier nos 4 intervenants merveilleux aujourd'hui qui ont abordé aussi bien les questions conceptuelles, leurs expériences pays avec d'excellents exemples. Quelques points que je retire de cela, quelques messages appris, c'est vraiment l'importance, aussi bien en Estonie, en Rwanda, c'est une capacité informatique de haut niveau en interne, ne pas dépendre uniquement sur l'externalisation, avoir vraiment ces capacités, ces forces en interne. Et par rapport à ce que Inke a introduit, avoir un écosystème pour un système d'ensemble au sein duquel le financement de la santé pourra fonctionner. Et je crois que ce que j'ai vraiment appris à partir de ce que vous avez dit, c'est qu'il y a une certaine dépendance
par rapport au passé qui peuvent élargir ou restreindre nos opportunités. Dans la séquence que vous suivez pour introduire ces innovations est importante. Une fois que vous avez investi beaucoup de sommes dans une nouvelle technologie numérique, eh bien, vous allez la garder pendant un certain temps. Donc, toutes les étapes futures de votre parcours numérique sera déterminé par les décisions que vous aurez prises en amont. Et donc, en réfléchissant à quelque chose de particulièrement pertinent par rapport aux contraintes, par exemple, contraintes budgétaires, ce que vous pouvez investir dans ce domaine, il faut faire très attention. Où est-ce que vous voulez commencer avec ça et quelles pourraient être les étapes suivantes? Ayant dit cela, je voudrais vous remercier tous, le public dans son ensemble, pour votre attention, vos excellentes contributions et questions. Et très important, encore une fois, merci aux intervenants d'avoir partagé leur point de vue et leurs connaissances. Je repasse la parole à vous, Nouria. Merci, Martel, pour cette excellente animation. Et nous concluons ainsi ce webinaire. Je vous remercie tous pour votre attention, votre participation et nous nous réjouissons à l'avance de vous revoir très bientôt. Merci. Au revoir.